Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Des notables de la wilaya d'Ilizi reçus dimanche par le médiateur de la République, Karim Younes. Karim Younes qui a insisté sur la volonté de l'État d'instaurer la stabilité sociale à travers l'ouverture du dialogue et la prise en charge des préoccupations des Algériens. Le débat sur le projet de loi sur la révision du code de la loi électorale se poursuit. Ce texte définit notamment le rôle de l'autorité nationale indépendante des élections, son organisation et sa fonction. Les travaux de la Chambre algérienne de la pêche et de l'aquaculture ont débuté ce dimanche. Le ministre de la Pêche avait évoqué la problématique de la régulation des marchés de la pêche et de la commercialisation des produits halieutiques en Algérie. Nous irons ce soir à Tizi Ouzou découvrir cette unité de lutte anti-cancer à Dra Ben Khadda. Les habitants ont vu l'émergence de ce centre qui draine beaucoup de malades des régions limitrophes. L'hôpital est dirigé par une jeune équipe d'oncologues qui assure un suivi médical et psychologique. Et puis le sport, football, avec l'équipe nationale des U17 qui a remporté ce dimanche le tournoi de l'UNAF en faisant match nul face à son homologue tunisienne. Un but partout, un sacre qui permet aussi au poulain de Mohamed Lasset de se qualifier à la Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie pour la deuxième fois de leur histoire. Explosion de joie et ambiance à découvrir à la fin de ce journal. Bienvenue à tous. Le médiateur de la République, Karim Younes, a donc reçu ce dimanche des notables de la wilaya d'Ilizi. Il a affirmé aujourd'hui que le rôle de son instance est d'améliorer les conditions de vie du citoyen, notamment dans les zones d'ombre, mais aussi de lutter contre toute forme d'exclusion sociale, et ce à travers la répartition juste des richesses entre tous les citoyens. Karim Younes avait insisté aussi sur la volonté de l'État d'instaurer la stabilité sociale à travers le renforcement du front interne, et ce à travers l'ouverture du dialogue et la prise en charge des préoccupations des Algériens. Cette médiation fondée par le président de la République œuvre à mettre fin à la situation défavorisée dans laquelle se trouvent les citoyens et vise à une répartition juste des richesses du pays en vue d'améliorer les conditions de vie de tous les citoyens. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de nous unir et de consolider le respect mutuel entre nous, ce qui nous permettra de renforcer le front interne. On a été reçus par 7 ministres en l'espace de 2 jours, une première dans l'histoire de la République. Tous les départements ministériels qui nous ont reçus ont démontré leur disposition à prendre en charge nos préoccupations qui sont pourtant si simples. Le citoyen a besoin d'eau potable, de kits solaires pour assurer l'éclairage. Le citoyen a aussi besoin d'ambulances pour le transport vers les établissements hospitaliers. Et si nous avons parcouru une distance de 2000 km d'Ilizi jusqu'à Alger, c'est que nous n'avions plus de solution au niveau local. Ce qui nous a encouragés à faire ce pas, c'est que nous croyons en l'Algérie nouvelle et qu'il y a une réelle volonté de changement. Il faut reconnaître cependant qu'il y a encore beaucoup de défaillances au niveau de notre wilaya, concernant notamment la bureaucratie, un problème qui, nous l'espérons, sera résolu dans les plus brefs délais. Ce communiqué du ministère des Affaires étrangères à présent, suite au décès le soir du 19 janvier dernier d'un ressortissant algérien dans une cellule du commissariat de police de Bruxelles, en Belgique. Les services de l'ambassade et du consulat général d'Algérie à Bruxelles, après avoir informé, assisté et soutenu la famille du défunt dans cette douloureuse épreuve, ces services ont pris contact avec le ministère belge des Affaires étrangères et les services du procureur du roi pour demander que toute la lumière soit faite sur les circonstances et les conditions ayant entouré ce drame. La partie algérienne a notamment demandé qu'il soit communiqué le rapport d'enquête diligenté par le procureur du roi. Les services du ministère des Affaires étrangères suivent de très près et avec une grande attention cette affaire, conclut encore le communiqué du MAE algérien. Le débat sur le projet de loi sur la révision du code de la loi électorale se poursuit. C'est un texte qui définit notamment le rôle de l'autorité nationale indépendante des élections, son organisation et son fonctionnement. Nakhla Al-Arabi.
La mouture de l'avant-projet de loi organique relative au régime électoral consacre dans son chapitre premier les principes constitutionnels relatifs à l'indépendance et la neutralité de l'autorité nationale indépendante des élections et définit les nouvelles prérogatives de cette dernière, laquelle doit exercer ses missions depuis la convocation du corps électoral jusqu'à l'annonce des résultats, comme promulgué dans l'article 9. L'autorité est considérée comme indépendante au plan administratif et financier, ce qui veut dire que l'administration n'a aucun droit de regard, de près ou de loin, sur l'opération de vote, contrairement à ce qui se faisait avant. Aujourd'hui, sa seule mission est de fournir tous les moyens nécessaires pour ce faire. D'autre part, l'ANI est chargée du suivi des opérations de vote du début à la fin. Elle est aussi chargée de la proclamation des résultats préliminaires avant la Cour constitutionnelle. S'agissant de la composition du Conseil de l'ANI, l'article 20 de l'avant-projet de loi définit les conditions y afférentes, alors que l'article 25 cite les prérogatives du Conseil. Ce qu'il faut retenir de cet avant-projet de loi, c'est d'avoir revu à la hausse le nombre des membres du Conseil de l'ANI à 20, lesquels nombres sont désignés par le président de la République. Ces derniers doivent à leur tour désigner le président de l'autorité, qui sera ensuite désigné par le président de la République pour un mandat de 6 ans non renouvelable, ce qui garantira l'alternance au pouvoir. Dans l'avant-projet de loi organique relative au régime électoral sont précisées les conditions régissant la composition des délégations communales et de wilaya de l'ANI et de représentation diplomatique et consulaire à l'étranger. Tout comme il a abordé son mode de fonctionnement en vue de la coordination de ces dernières avec les autorités concernées. Les travaux de la rencontre organisée par la Chambre algérienne de la pêche et d'aquaculture se sont ouverts ce dimanche à Alger. Le ministre de la Pêche et des Productions halieutiques avait évoqué notamment la problématique de la régulation des marchés de la pêche et de la commercialisation des productions halieutiques en Algérie. Il avait également évoqué la problématique de la formation dans le métier de pêcheur. Mariam Damissa. Les marins sans qualification scolaire bénéficieront désormais d'une formation théorique et pratique sanctionnée par un certificat d'aptitude. C'est ce qu'a annoncé le ministre de la Pêche et des Ressources halieutiques Sid Ahmed Ferroukhi lors de cette rencontre qui l'a réuni avec les professionnels du secteur. Nous allons procéder à partir de la semaine prochaine à former la première promotion des marins, sans qualification scolaire, et cela en réponse à la demande des professionnels et des jeunes en chômage qui veulent acquérir des compétences dans le domaine de la pêche. À partir d'aujourd'hui, nous allons mettre en place un comité de travail et rédiger les listes des concernés pour la validation des acquis de l'expérience professionnelle. Une initiative bien accueillie par les marins pêcheurs. Cette nouvelle loi permettra aux pêcheurs de valider son niveau d'expérience, mais avant, il doit d'abord passer par une commission au centre de formation qui validera ses compétences. C'est une bonne nouvelle pour les professionnels de la pêche, car c'est l'une de nos premières recommandations. Les marins diplômés bénéficieront ainsi des avantages de la sécurité sociale et du soutien de l'État dans le cadre de la dynamisation et le développement des activités de pêche. Le bilan Covid pour ce dimanche 24 janvier, en dénombre 227 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 190 guérisons, 2 décès enregistrés durant ces dernières 24 heures. On écoute un bilan plus détaillé avec le docteur Jamel Fouar. Les principaux indicateurs enregistrés au cours des 24 dernières heures sont les suivants. 227 nouveaux cas, 298 nouvelles hospitalisations, 190 patients guéris, 34 patients en soins intensifs et 2 décès. Avec la déclaration de 227 nouveaux cas, l'incidence au cours des 24 dernières heures reste toujours inférieure à 1 cas pour 100 000 habitants, sachant également que 22 wilayas n'ont pas déclaré de cas durant les 24 dernières heures, 22 wilayas ont déclaré entre 1 et 9 cas et seulement 4 wilayas ont déclaré 10 cas et plus. Les décès que nous avons enregistrés au cours des 24 dernières heures, leur nombre est de 2 nouveaux décès, rahimahullah. Pour ce qui est des nouvelles hospitalisations durant les 24 dernières heures, leur nombre est de 298 patients. Les patients guéris à ce jour, leur nombre est de 71 645 patients guéris, dont 190 au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des soins intensifs, nous avons actuellement ce jour au niveau de l'ensemble des hôpitaux au niveau national, 34 patients hospitalisés en soins intensifs. Nous allons à Tizi Ouzou à présent, où les habitants de Drab el-Khadda ont vu l'émergence d'un centre anti-cancer. Ce centre draine beaucoup de malades des régions limitrophes. L'hôpital est dirigé aussi par une jeune équipe d'oncologues qui assure un suivi médical et psychologique. Reportage Youssef Tafer, le récit de Badia Amarni.
Conforme aux standards internationaux et avec des équipements médicaux de nouvelle génération et à la pointe de la technologie, un personnel qualifié et des services à la hauteur des attentes des patients, le centre de lutte contre le cancer de Dra' Ben Khadda à Tizi Ouzou connaît une affluence de patients qui viennent de toutes les régions du pays. J'ai jamais vu un hôpital comme ça. Le cancer, pathologie très lourde, nécessite une prise en charge adéquate, des soins adaptés et un accompagnement psychologique. On essaye d'être à l'écoute des malades, لازم نسمعوا لهم, لازم نديروا كاع واش نقدروا عليه باش نعاونوا les malades. Vu le manque de place au niveau du service au CHU Tizi Ouzou pour le service d'hématologie, ils sont vraiment submergés de malades. Donc on aimerait bien les soulager, le CHU, parce qu'il est vraiment dépassé. Le service de radiothérapie, c'est un défi pour la région, vu la difficulté d'accès aux soins en radiothérapie. Donc nous, on est une équipe qui est très jeune, motivée. Il faut savoir aussi que le service, il est doté d'une équipe de manipulateurs grâce à la DSP. Donc on a 9 équipes de vacations de traitement et une équipe de simulation scanner. Donc ce qui nous a permis de passer de 150 malades à 180 malades jour. Le sens de responsabilité des personnels dans cette structure de santé la hisse aux normes internationales et fait d'elle un exemple à suivre en matière d'accueil et de soins prodigués aux malades. Dans le sud, également, on parle ce soir de ce nouveau centre hospitalier d'hémodialyse qui vient d'ouvrir ses portes dans la wilaya de Biskra. C'est un établissement qui est doté d'équipements modernes, d'une capacité de 80 lits. C'est un établissement qui constitue une valeur ajoutée à cette région qui enregistre un manque flagrant d'infrastructures sanitaires. Camélia Belal. Sur une superficie de 11 000 m², la wilaya de Biskra vient de réceptionner une nouvelle structure hospitalière en néphrologie et en urologie dans de l'Arabie Saoudite. D'une capacité de 80 lits, cet établissement est doté de tous les aménagements modernes pour assurer une bonne prise en charge des malades. C'est un important acquis. Ce centre hospitalier était un don des autorités saoudiennes, équipé de matériel de pointe. Cette infrastructure de santé est aujourd'hui prête pour accueillir les malades qui ont besoin de bonne prise en charge. Cette infrastructure hospitalière permettra aux malades de Biskra et des wilayas avoisinantes de bénéficier de soins nécessaires sans avoir à se déplacer vers les grandes villes du pays. Ce centre est unique en son genre, surtout en ce qui concerne la superficie et la capacité d'accueil. Il compte également 2 blocs opératoires où 240 interventions chirurgicales peuvent être effectuées en 24 heures. Cette infrastructure de santé permettra de répondre aux attentes des malades souffrant d'insuffisance rénale, dont le nombre ne cesse de croître. L'actualité à l'étranger marquée par cette actualité au niveau du Sahara occidental. L'armée populaire de libération sahraoui qui poursuit ses attaques contre les positions et les retranchements des forces de l'armée d'occupation marocaine le long du mur de la honte, le mur du sable. Et cela pour le 72e jour consécutif. C'est une accentuation des combats sahraouis sur le terrain. Sur le point diplomatique, sachez que certains pays retirent leur représentation diplomatique illégale à l'Ayoun, à l'exemple du Burundi. Précision avec Naïma Chekchek. Une poursuite de plus en plus soutenue des combats de l'armée sahraoui contre l'armée d'occupation marocaine qui s'accentue depuis 2 jours. Vendredi, les forces de l'armée sahraoui ont lancé une série de lourdes attaques ciblant les points de concentration des forces d'occupation marocaines dans plusieurs régions, celles de Lebhadj et de Taref Bouhenda notamment. Hier soir, c'est dans la région d'El Gargaret que les forces sahraouies ont concentré leurs combats en lançant plusieurs missiles visant la brèche illégale dans cette région frontalière avec la Mauritanie.
Selon les sources du ministère de la Défense sahraoui, l'armée sahraoui a également mené plusieurs autres attaques dans la région d'Orakziz dans le cadre de l'élargissement du cycle de guerre qui comprendra tous les secteurs et les défenses ennemies, précise encore un communiqué du ministère sahraoui de la Défense qui ajoute que l'armée sahraoui poursuivra la guerre contre toutes les positions ennemies le long du mur de l'humiliation et de la honte. Les unités de notre armée populaire sont arrivées jusqu'aux extrêmes et derniers points nord de défense marocaine ennemie. Et hier, samedi 23 janvier, nous avons atteint le dernier point en direction du sud-ouest, vers l'océan Atlantique Al-Gargarat, dont les Marocains remuent ciel et terre, mobilisent toute leur propagande pour prétendre qu'ils en font une région sécurisée, etc. Hier, l'armée populaire sahraoui a prouvé qu'El Gargarat est une région du territoire sahraoui occupée par l'ennemi et qu'elle sera ainsi atteinte par les missiles sahraouis. Concernant les reconnaissances illégales par certaines parties de la prétendue marocanité du Sahara occidental et l'ouverture de certaines représentations diplomatiques fantoches au plan de la légalité internationale, voici que le Burundi décide de fermer son consulat général à Laayoune, occupé, après l'avoir ouvert le 28 février dernier. Une décision qui fera certainement et de plus en plus tache d'huile alors que analystes et observateurs donnent le nouveau président américain Joe Biden pourrait être plutôt en faveur du Sahara occidental et le supporter de son autodétermination à l'opposé de son prédécesseur Trump. On vient en Algérie pour faire un zoom ce soir sur la Villa Abdeltif, située sur les hauteurs du Hamma, à Alger, la capitale. Alors il faut savoir que la villa avait hébergé de 1907 à 1962 une centaine d'artistes. Elle continue d'être un lieu de création pour tous les talents. Bouchra Abouali. Située sur les hauteurs du Hamma, l'antique villa Abdeltif accueille depuis sa restauration en 2008 des artistes, renouant ainsi avec sa vocation première, celle que lui a donnée Abdeltif en 1907, premier propriétaire du palais éponyme, et que perpétue l'agence algérienne pour le rayonnement culturel. L'agence accueille de nombreux artistes qui viennent de toute l'Algérie d'ailleurs. Elle les héberge, met à leur disposition des ateliers et leur offre la possibilité d'exposer leurs œuvres. Durant le confinement, nous avons dû fermer, mais nous avons organisé des expositions virtuelles. Younes fait partie des artistes chanceux qui ont pu exposer dans ce palais datant de l'époque ottomane. Le mosaïste y présente des œuvres d'influence africaine aux couleurs harmonieuses avec une touche amazigh. Je peins des animaux du monde entier avec un regard algérien et nord-africain. Mes œuvres comportent des symboles amazirs et des couleurs nord-africaines. La villa, qui a hébergé de 1907 à 1962 une centaine d'artistes, continue d'être un lieu de création pour tous les talents artistiques. D'ailleurs, le musée des Beaux-Arts conserve dans ses réserves plus de 700 tableaux peints par les pensionnaires de la villa, classés monument historique depuis 1922. Le sport, football, l'équipe nationale des U17 a remporté le tournoi de l'UNAF en faisant match nul face à son homologue tunisienne. Un but partout. Un sacre qui permet aussi au Boulin de Mohamed Lasset de se qualifier à la Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie pour la deuxième fois de leur histoire. Sid Ahmed Bouraïba. Quatrième sacre UNAF pour les Verts et une deuxième qualification à la Coupe d'Afrique des Nations. Vainqueurs de la Libye respectivement par 3-2 et 2-1, Algériens et Tunisiens se retrouvaient dans une sorte de finale sur la pelouse du stade du 5 juillet. Un nul suffisait au Fennec pour terminer à la première place de ce mini-championnat, avec un meilleur goal average. Un match marqué par quelques occasions de part et d'autre, mais sans réel danger. Il faudra attendre la 69e minute de jeu pour voir l'ouverture du score côté algérien par Zouliani qui profite d'une erreur d'un défenseur tunisien qui voulait remettre le ballon à son gardien. Les poulains de Mohamed Lasset se contentent de gérer l'avance et laissent les aigles de Carthage prendre le jeu à leur compte. Et ils parviennent à égaliser par l'intermédiaire de l'avant-centre Sennana à la toute dernière minute du temps réglementaire. Revigorés par l'égalisation, les Tunisiens se ruent vers l'attaque mais sans succès. L'arbitre siffle la fin de la partie sur ce score nul d'un but partout qui fait les affaires des Algériens.
À la fin, la joie est indescriptible. Non, on va retenir que c'est l'Algérie qui a gagné tout simplement. S'ils viennent de France, s'ils viennent d'ailleurs, c'est pas ça le problème, c'est les Algériens avant tout. C'est un sujet qu'on n'a plus trop envie de mettre en avant. Aujourd'hui, c'est l'équipe nationale d'Algérie qui a gagné. On a vu qu'ils étaient vraiment très investis, très heureux. Et nous, voilà, c'est des images qui sont fortes, ça nous font plaisir. Et on a vu un état d'esprit de guerriers qui représente l'Algérie. Certes, c'est un groupe qui n'a pas joué beaucoup ensemble. Il leur faut du temps. Donc ça peut être que mieux. En tout cas, félicitations encore et surtout pour ces jeunes, parce que c'est une génération qui pourra durer dans le temps. C'était une qualification méritée. Je pense qu'on a dominé les deux matchs. Le match à la fin était très dur pour nous. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui ne maîtrisent pas leurs émotions. Je dis cette qualification aux jeunes avant tout qui se sont sacrifiés. Ils ont travaillé durement. Après, j'ai marqué grâce à l'équipe. Sans eux, j'aurais pas marqué. Après, on a fait 2 semaines de sacrifice pour gagner ce match, gagner ces 2 matchs. Maintenant, on va recommencer à 0 pour aller gagner la CAN, Inch'Allah. Alors on vient de voir cette explosion de joie à la fin de cette rencontre. D'autres images de cette victoire, on les félicite bien sûr au passage pour cette belle qualification. Et je vous invite à regarder encore ces images de joie de ces jeunes joueurs qui se sont qualifiés. Salah Debel était sur le terrain pour vous faire vivre cette victoire méritée. Et on termine avec ces images. Très bonne soirée à tous, à demain. Et comme ça, on a gagné la victoire et... Ouah, tout très, viva l'Algérie! Et comme ça, on a gagné la victoire et... Ouah, tout très, viva l'Algérie! Allez, les Algériens sont là. C'est pour le peuple. Voilà.